Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 20 janvier 2025. À la une des actualités de ce jour, le président Andry Rajoelina donne toujours la priorité à l'amélioration des méthodes de travail au sein des agences gouvernementales. L'un d'eux est la reconnaissance de ceux qui s'acquittent pleinement de leurs devoirs pour établir la culture de l'excellence. Les douanes qui ont intercepté l'exportation des trésors nationaux ont reçu aujourd'hui cette reconnaissance. La douane, qui améliore toujours son méthode de travail au sein de l'aéroport, a instauré de lois pour faciliter et accélérer le contrôle des passagers. Plus de détails avec Judika El-Randianirin et Andoura Zanjabi. Comparé aux 6 derniers mois, avant la visite du président Andry Rajoelina à l'aéroport d'Ivat, suite aux diverses plaintes des passagers et aux nombreuses critiques concernant les douanes, des changements sont palpables au niveau de l'aéroport actuellement. Cette amélioration est due aux efforts déployés suite aux instructions du président de la République. La stratégie mise en place pour lutter contre l'exportation des richesses nationales et le contrôle des passagers s'est également améliorée avec les succès que tout le monde connaît. Les contrôles effectués par les douaniers ont été renforcés. Cela dans le but d'améliorer les méthodes de travail des agents de la douane et non pour faire peur aux passagers, a déclaré le directeur général des douanes. Ainsi, les infrastructures destinées à faciliter et accélérer le contrôle des passagers et des bagages à l'aéroport ont été inaugurées. Il y a 2 lignes, la ligne verte pour les passagers qui n'ont rien à déclarer et la ligne jaune pour ceux qui en ont. Les passagers sont libres de choisir l'itinéraire qu'ils souhaitent suivre, mais les agents des douanes sont toujours prêts et bien formés pour faire face à toute situation. Le retour du président Andry Rajoelina à la douane aujourd'hui marque le succès dans la lutte contre la corruption et la protection des richesses nationales. Il a confirmé lors de sa visite que la culture de l'excellence est désormais renforcée dans la gestion des agences gouvernementales. Il a donc décerné une reconnaissance spéciale aux agents de la douane qui se sont acquittés pleinement de leurs devoirs et ont intercepté de l'or pesant 53 kilos et 13 kilos qui ont fait l'objet de tentatives d'exportation illicites. Les douaniers ont été récompensés aujourd'hui et il a souligné que cette culture de l'excellence sera également mise en œuvre dans d'autres institutions. Le président de la République a également lancé un appel à tout un chacun, non seulement aux agents de la douane ou aux forces, mais à tous, d'être stricts dans la protection des ressources naturelles du pays. Chacun doit prendre sa part de responsabilité à cet effet, a-t-il souligné. Dans un autre sujet, une pépinière communautaire a été installée pour les agriculteurs à Batounjazek, dans la région à Lotchabangour. Des semences de bonne qualité et qui conviennent aux conditions climatiques locales ont été semées dans cette pépinière, d'après le technicien du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Cette stratégie vise à réduire le prix du riz et à améliorer la production pour la saison 2024-2025. Anel Martina, c'est Sylvain et Secha Indiana nous en disent plus. 5% de la plaine d'Aloch au maximum sont plantés de riz actuellement, comme à Noun, au PC15 Vallée Marianne et au PC23, ce qui affecte une superficie de 30 837 hectares. Cela est dû à la sécheresse qui a eu un impact négatif sur les rizières selon les informations. Certaines plantes ont également été endommagées. Ainsi, afin d'apporter un soutien aux agriculteurs face à cette situation, le gouvernement a décidé d'installer une pépinière communautaire dans cette localité. C'est dans cette pépinière que les seront produites afin que les agriculteurs de la région d'Aloch puissent poursuivre le repiquage. Des semences de bonne qualité et qui conviennent aux conditions climatiques locales y ont été semées il y a 2 semaines, comme le X1648 et Fivar, plantés sur 1 hectare de terrain et donneront un rendement minimum pour 100 hectares de terrain. Cette méthode permettra d'augmenter le rendement de la production, d'après les explications. L'objectif du gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, est d'augmenter la production de riz à 1 million de tonnes supplémentaires au cours de l'année de production 2024-2025. La région d'Aloch, qui produit plus de 600 000 tonnes sur une superficie de 188 633 hectares, est l'un des endroits les plus productifs en termes de culture du riz à Madagascar.
Ensuite, le gouvernement malgache renforce son appui aux jeunes entrepreneurs émergents dans les secteurs du numérique, de l'agribusiness et du tourisme. À travers les programmes MIAR Digital et MIAR Agribusiness et Tourisme, ces jeunes porteurs de projets bénéficient d'un financement compris entre 5 000 et 15 000 $ pour développer leur initiative. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du projet PIC 3 en partenariat avec la Banque mondiale. Reportage signé La collaboration entre le secteur public et privé est essentielle pour dynamiser l'entrepreneuriat et l'économie à Madagascar. Grâce au précédent soutien, 43 startups ont vu leur activité se développer, contribuant ainsi à une augmentation de 12% du taux de collecte fiscale, a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances. En plus de l'aide financière, les entrepreneurs bénéficient également de formations de 9 mois pour renforcer leurs compétences. Lors de la première édition du programme, plus de 760 emplois ont été créés, dont 263 occupés par des femmes. Les entreprises soutenues ont généré un chiffre d'affaires total atteignant 12 milliards d'ariars, preuve de l'impact positif de ces initiatives sur l'économie locale. Ce soutien marque une étape clé dans la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat, offrant aux jeunes malgaches les moyens de concrétiser leurs ambitions et de contribuer au développement économique du pays. Le lancement officiel de MIAR Digital et MIAR Agribusiness et Tourisme s'est tenu ce jour à Touliar. Dans un autre contexte, les Warner, des personnes issues de la société, responsables actifs au sein du comité communal en charge de la gestion des risques et des catastrophes, ont participé activement à la gestion des conséquences du cyclone Dikeledi dans la partie sud de Madagascar d'après le BNGRC. Le partage d'informations qu'ils effectuent permettra aux divers responsables de prendre des décisions à temps et précises par rapport au niveau d'alerte reçu. Les Warners sont des personnes issues de la communauté, sélectionnées spécialement pour surveiller et examiner les éléments et phénomènes susceptibles de se développer et changer progressivement en termes de catastrophes. Ils partagent les informations sur les risques avec les participants afin que chacun puisse prendre des mesures strictes et que pour que les divers responsables puissent prendre des décisions précises liées au niveau d'alerte reçu. Ils ont été spécialement formés. Ils sont également dotés de matériel et ils portent également des uniformes distinctifs, a précisé le BNGRC. La mise en service de ces Warner s'inscrit dans le cadre de la collaboration avec la Banque mondiale à travers le projet MIUNZ mis en œuvre par le BNGRC dans le sud du pays. Les Warner ont pris leur service lors de l'annonce du retour du cyclone Dikeledi, se dirigeant vers le sud de Madagascar après être passé dans le canal de Mozambique. Il convient de noter que les Warner sont des personnes issues de la société qui se sont portées volontaires et sont des membres actifs du comité communal en charge de la gestion des risques et des catastrophes. En tourisme, les feux de forêt ont un impact néfaste sur le secteur du tourisme et des mesures strictes doivent être prises à l'encontre de ceux qui sont à leur origine, selon les propos d'un directeur d'une université en hôtellerie et en tourisme à Madagascar. Il est également important de renforcer la sensibilisation en la matière, poursuit-il. J'essaie de mirer sur les images de Yves Janel. Le fait de disposer de nombreuses ressources naturelles est un énorme avantage pour Madagascar. Cela nous distingue des autres pays du monde et il est donc nécessaire de les protéger. Pourtant, les feux de forêt ont un impact néfaste sur le secteur touristique et des mesures strictes doivent être prises à l'encontre de leur auteur. Le gouvernement déploie néanmoins de nombreux efforts, notamment dans le développement du monde du tourisme, mais chacun doit être conscient de ses responsabilités. De plus, le tourisme est l'un des facteurs qui stimulent l'économie de Madagascar, selon les informations. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination États-Unis, 8 ans après sa première investiture, Donald Trump deviendra lundi le 47e président des États-Unis, acmé de 4 jours de festivités à Washington. Toute une équipe s'apprête à prendre ses responsabilités, des profils controversés à des postes clés, des membres de sa famille ou de sa belle famille qui fait partie du clan Donald Trump. Reportage signé France 24. Cette fois, il ne va s'entourer que de personnes de son cercle intime qui lui seront loyales. Après un premier mandat marqué par des départs en cascade au sein de son administration, Donald Trump assure avoir retenu les leçons du passé
place désormais à sa garde rapprochée. Ancien militaire de 40 ans, J.D. Vance devient ce lundi 20 janvier le 3e plus jeune vice-président de l'histoire des États-Unis. Détracteur assumé du milliardaire lors de son entrée à la Maison-Blanche en 2017, il n'avait pas hésité à qualifier sa politique de désastre moral. Il rallie finalement le camp de Donald Trump en 2020, se montrant depuis plus radical que lui sur certains sujets, comme l'aide à l'Ukraine, l'immigration ou encore la diversité. Autre personnage important de sa future administration, Robert Kennedy Jr., neveu de l'ancien président et grand partisan des théories du complot pendant la crise du Covid. Ancien candidat à l'investiture du Parti démocrate, lui aussi a retourné sa veste. Désormais à la tête du ministère de la Santé, il a embrassé la cause trumpienne jusque dans ses slogans. Lui a indéniablement pris goût à la politique à l'occasion de la présidentielle 2024. Fervent soutien du républicain avec près de 120 millions de dollars de dons, Elon Musk a plusieurs fois partagé la scène avec le républicain. Sa mission désormais, mettre en place des coupes drastiques dans les budgets fédéraux, lui qui s'affiche désormais régulièrement aux côtés de la famille de Donald Trump. Une famille qui occupera une place centrale dans ce cercle rapproché. Son fils aîné, Donald Jr., s'est déjà illustré en se rendant au Groenland, un territoire que convoite désormais son père. Autre fils sur lequel compte Donald Trump, son cadet Eric et sa femme Lara. Élue coprésidente du Comité national républicain en mars dernier, elle a depuis quitté son poste, mais conserve une influence importante. L'une des rares femmes dans cet entourage très masculin de Donald Trump. Omniprésent lors de son premier mandat, sa fille Ivanka et son gendre Jared Kushner ne joueront cette fois aucun rôle officiel. Immigration, droits des personnes transgenres, environnement, commerce international, Ukraine. Donald Trump a promis dès son retour à la Maison-Blanche une flopée de mesures qui seront souvent prises par décret. Reportage de France 24. Dictateur pendant 24 heures. C'est ce qu'a promis Donald Trump pendant sa campagne. Le journaliste m'a dit « Vous n'allez pas devenir un dictateur ». J'ai répondu « Non, 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 seulement le premier jour. Nous fermons la frontière et nous allons verrouiller, verrouiller, verrouiller. Et ensuite, je ne serai pas un dictateur ». Le désormais 47e président américain a promis d'achever ce qu'il a commencé lors de son premier mandat. Terminer la construction du mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, rétablir les interdictions de voyager aux ressortissants de certains pays à majorité musulmane, mais aussi réduire le financement de l'aide à l'Ukraine et faire sortir les États-Unis de l'OTAN. Donald Trump fait également de nouvelles promesses. Mettre fin au droit du sol, annuler les visas des étudiants étrangers qui ont manifesté contre Israël, ou encore refuser de financer les écoles qui imposent des vaccins. Mais surtout, il veut procéder à la plus grande expulsion de masse d'immigrés de l'histoire des États-Unis en relançant l'opération Wetback. Cette opération, utilisée par le président Eisenhower dans les années 1950, avait permis l'expulsion d'1 million d'immigrés mexicains. Ils ruinent notre pays. Et c'est vrai, ils empoisonnent le sang de notre pays. C'est ce qu'ils font, ils détruisent notre pays. Certains de ces projets pour un second mandat sont détaillés dans un document appelé Projet 2025. Un manifeste de 900 pages rédigé par le groupe de réflexion ultra-conservateur Heritage Foundation. Il prévoit notamment de licencier des dizaines de milliers de fonctionnaires, d'étendre le pouvoir du président. Il appelle également à démanteler le ministère de l'Éducation, à criminaliser la pornographie et interdire l'IVG médicamenteuse, qui est utilisée dans plus de la moitié des avortements. Pendant la campagne, Donald Trump a tenté de prendre ses distances avec le projet 2025. Il affirme ne connaître ni le contenu du projet, ni ceux qui en sont à l'origine. Pourtant, pas moins de 140 anciens fonctionnaires de son administration ont participé à son élaboration et ses déclarations de 2022 devant la Heritage Foundation ne laissent que peu de doutes. Heritage a fait un boulot vraiment incroyable qui va préparer le terrain et élaborer des plans détaillés sur ce que fera notre mouvement lorsque le peuple américain nous donnera un mandat colossal pour sauver l'Amérique. Donald Trump a fini par reconnaître que certains aspects du projet 2025 vont trop loin,
Et lors de la convention républicaine en juillet, le parti a adopté un programme plus modéré sur l'avortement, alors que selon les sondages, une majorité d'Américains est favorable à ce droit. Ensuite, au Nigeria, le bilan de l'explosion d'un camion-citerne dans le centre de ce pays samedi 18 janvier s'élève désormais à 86 morts. Un camion-citerne transportant 60 000 litres d'essence a eu un accident au niveau de la jonction de Diko dans l'état du Niger sur la route reliant la capitale fédérale Abuja à la ville de Kaduna. Une foule s'est alors rassemblée près du camion pour ramasser de l'essence déversée sur la route quand le camion a explosé. France 24. Les citoyens nigérians inspectent la carcasse calcinée de ce camion-citerne. Il transportait 60 000 litres d'essence quand il s'est renversé samedi matin au carrefour de Diko sur la route reliant Abuja à Kaduna. Alors que la foule se rassemblait pour siphonner le fioul, le véhicule a explosé. Des personnes ont apporté un générateur pour transborder le carburant dans un autre camion-citerne. Et c'est lorsqu'elles ont mis le générateur en marche que l'explosion s'est produite. Selon les autorités, 52 personnes ont été blessées et 86 autres ont été tuées lors de l'incident. Parmi les brûlés, il y avait également ceux qui observaient la scène. En rentrant chez nous, nous sommes arrivés au carrefour où l'explosion s'est produite. J'ai vu une femme qui portait un gallon de carburant et le gallon a explosé et j'ai été aspergé. Les accidents sur les routes mal entretenues sont fréquents au Nigeria. En 2020, l'autorité fédérale pour la sécurité routière avait recensé 1531 accidents impliquant des camions-citernes qui avaient causé la mort de 535 personnes. En octobre 2024, plus de 170 personnes ont péri dans un accident similaire à celui de samedi dans l'état de Jigawa. Nous devons sensibiliser le public pour qu'il évite de s'approcher, d'entrer en contact, d'être à proximité lorsque ce type d'accident se produit. Le président Bola Tinubu a déploré l'incident, le qualifiant de tragique et évitable. Il a ordonné le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation aux risques et dangers que représente le siphonnage de carburant. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et après cette édition, vous allez suivre le film intitulé The Last Woman. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.